Salut, on s'est rendu compte après l'enregistrement qu'on a cité des scènes marquantes du film Avatar 2. Voilà, si t'as pas vu, j'interviendrai quelques fois dans l'épisode pour t'avertir quand on spoil, pour te rediriger vers un timecode. Voilà, bon épisode et suis-nous sur Instagram. Et là, on a un invité très spécial qui va juger son dernier titre, Adèle. Et on reçoit Adèle. Et donc on reçoit tout de suite Jean-Michel, notre auditeur. Bonjour Jean-Michel. Il va nous montrer son talent. Non mais surtout, tu sais, genre c'est les émissions de radio comme ça. Et du coup on reçoit Jean-Michel qui habite à Nantes, qui a 58 ans. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, Jaco, la radio. Alors, question pour une PS4. Pour qui elle ira cette PS4? Oh, j'ai pas mes petits enfants. Bienvenue dans cette vidéo ASMR. Aujourd'hui, Eh bien bonjour, je te coupe la parole. on va faire tout l'épisode comme ça. Non mais Jordan, tu peux pas dire ça sur Avatar en fait, ça c'est pas en fait pour James Cameron. James Cameron, c'est génial. James Cameron, il a fait les meilleurs films au monde. En fait, moi ce qui m'énerve avec Avatar, c'est surtout la dimension un peu trop artificielle que je trouve au film et pas assez. Mais comment tu peux critiquer la version artificielle d'un film à partir du moment où c'est le principe du film? Oui, mais moi je suis un peu nostalgique de l'époque de Godard ou de frères réalisateurs qui filmaient le réel. Voilà, on allait dans leur. Mais Godard, il est dans la tombe. Oui, bah j'espère que James Cameron le sera aussi. Bonjour à tous, bonjour Jordan et bonjour à tous nos téléspectateurs. Vous êtes 1 million à nous suivre sur notre page Facebook. Ça commence déjà très mal. Bienvenue dans Vendredi Ciné, votre podcast cinéma du vendredi soir. Et moi je dis bonjour du coup. Bah attends, je t'ai même pas encore présenté. Ah si, t'as dit bonjour Jordan. Ah, putain. T'es un génie. Alors, avant de commencer l'épisode, je voulais vous remercier pour Vendredi Frisson 2, qui est devenu l'épisode le plus écouté du podcast, même devant le Top 10 2021, qui était le grand épisode qui avait mis une raclée à tout le monde, à tous les autres épisodes. Et ben, Vendredi Frisson 2 a dépassé le Top 10 2021. On verra si celui-ci arrivera à faire mieux, ou si le Top 10 2022 arrivera à faire mieux que Vendredi Frisson 2. Ce soir, à ma table, je ne suis pas tout seul, il y a Jordan qui est un peu le Serge Gainsbourg du podcast français, on peut le dire. Bonjour Jordan. Bonjour. Avant que le podcast ne commence, n'hésitez pas à nous noter 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Cela permet de mettre en avant notre contenu et d'affirmer votre soutien à ce podcast. Ça prend 5 secondes, c'est gratuit et ça nous aide énormément. Et si vous souhaitez aussi nous aider, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram sur @vendredi_cinéma. Tous les jours, on y organise des petits jeux. Actuellement, c'est le blind test. Et en plus, vous serez averti de la fréquence de sortie des épisodes et des actualités concernant le podcast. On est déjà une petite vingtaine et parler de cinéma avec vous est toujours aussi passionnant. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Sinon, il y a aussi Twitter, mais en fait, le compte, il a fermé. Du coup, j'ai repris avec mon compte personnel le compte Twitter du podcast. C'est compliqué, mais voilà, si vous voulez me suivre sur Twitter, je parle aussi de cinéma. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part, Jordan Nulle part, c'est néant. Je suis un fantôme. Aujourd'hui, Jordan a un programme très chargé et programme historique, puisque enfin on va parler d'Avatar, mais avant de parler d'Avatar, on a des actualités. Donc voilà, je propose qu'on passe directement aux actualités. Générique. Alors, pour cette première actualité, je voudrais revenir un peu en arrière, parce qu'il y a quand même eu 2 mois sans épisode et il s'est passé aussi beaucoup de choses. Le 6 octobre 2022 est une date un peu historique, parce qu'il y a un débat qui a enflammé la merveilleuse plateforme qu'est Twitter. Un journaliste nommé Pierre Lepelletier a réagi à un article de BFM concernant la fréquentation des cinémas qui serait en baisse. En effet, le mois de septembre a été a eu le chiffre le plus bas de fréquentation enregistré depuis 40 ans, c'est énorme, mais du coup pas le chiffre en lui-même, le chiffre était pas énorme. Ouais. Mais on n'est pas là pour parler de ça, de la fréquentation des salles, sûrement dans un prochain Vendredi Ciné. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les réactions que ça a provoquées. Donc Pierre, qui travaille pour Le Figaro,
Voilà, le Figaro, source sûre. De toute façon, dès que tu vois le Figaro, tu peux être sûr à 200% que ce qui va être écrit derrière est très intelligent. Nous dit ceci, donc c'est une citation, on ouvre les guillemets, une place UGC de 14 €, un mois de Netflix, 9 €. Sacré Pierre, donc qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce que les places de cinéma sont réellement devenues trop chères ? Donc voilà, je vais poser la question à Jordan. Jordan, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que une place de cinéma, c'est pas forcément autant. On peut trouver des places à 4 €, des places même moins chères, des fois, je pense, je sais pas. Mais 4 €, c'est pas 14 € une place. À part si tu vas dans un pâté. Pour moi, mais avec le pass culture, même moi qui ai le pass culture, je peux y aller gratuitement. Je pense pas que... En plus, c'est quoi cet argument de... ah, tu payes 9 € par mois Netflix Je pense qu'il n'y a pas d'argument. Parce que, contrairement à Netflix, tu payes la salle, tu payes tous les gens autour. Je suis juste en train de me battre avec le micro. Tout va bien. Bon, bah, c'est comme ça. C'est pas grave. Non, mais moi, là, j'ai vu Avatar. On en parlait tout à l'heure. Mais vraiment, aller dans la salle, c'est bien plus immersif que de voir une bande-annonce sur son bureau. Et je trouve que de dire que tu payes 9 € une place Netflix... Moi, Netflix, ouais. Tu payes 9 € par mois Netflix. Comparer le 9 € de cet abonnement à une place au cinéma, il n'y a rien à voir. La comparaison n'a pas de lieu d'être, vraiment. Pour moi, la salle de cinéma, c'est un spectacle, c'est pas... c'est une expérience. C'est une expérience, c'est pas comme à l'abonnement qui... Comme tu peux regarder des vidéos sur YouTube, ok, les mêmes vidéos YouTube, sur YouTube, tu peux regarder ça gratuitement. Hein. Pourquoi prendre un abonnement Netflix ? C'est dans la même tranche de comparaison. Hein. Alors, quand j'ai dit que ce débat avait enflammé Twitter... je sais pas, j'ai parlé, moi. Moi, j'étais sur Twitter, c'était vraiment la guerre. Du coup, d'un côté, il y avait les consommateurs de base, qui étaient vraiment en surnombre, et de l'autre, les cinéphiles pointilleux, un peu comme moi, qui défendaient les positions comme des Spartiates. C'est pour ça que voilà, je voulais aussi remercier mes deux frères d'armes, mes deux frères de combat que je me suis fait pendant la bataille, qui sont Razga et Alexandre Dame. On était vraiment les trois chevaliers de l'apocalypse, seuls contre tous. Du coup, moi, j'avais plus une stratégie de les faire taire en infligeant des PLS. Voilà. Pas trop d'arguments de mon côté. Alexandre était plus dans des exemples de films pour contraster avec cette citation, et Razga était dans les statistiques. Et ce sont ces stats que je vais utiliser, donc merci à lui. Voilà. Pierre, il n'a pas de chance aussi, parce que j'adore les stats. J'adore les stats. Vous pouvez demander à Jordan quand il s'agit d'analyser des déclarations, des débats politiques. Je suis là, et donc je l'ai analysé, et c'est pour ça qu'on va décortiquer tout ça. Donc tout d'abord, on observe un problème majeur dans cette déclaration, qui est de considérer le cinéma comme un bien de consommation, et non comme un art, comme une expérience, comme disait Jordan. Et du coup, on va se rabaisser à leur niveau, et combien coûte le cinéma ? Et ce n'est pas 14 €. Donc en France, en moyenne, un ticket de cinéma coûte 7 €. Pas 14 €. Non, voilà. Du coup, c'est un fait. Y a plein de gens qui disaient « Oui, mais moi, dans mon cinéma, je paye 150 €. » Bah voilà. C'est un fait, en moyenne. La séance. En moyenne, le ticket de cinéma en France coûte 7 €. Et en plus, si on compare avec d'autres pays, on est bien en dessous. Par exemple, en Belgique, c'est 11 €. Aux États-Unis aussi, c'est 11 €. En Angleterre, on est sur du 12 €. En Suisse, on est sur du 19 € la place. Donc voilà, en France, on est déjà en dessous de tous les autres pays. Et cette moyenne de 7 € en plus n'a pas bougé depuis 30 ans. Donc du coup, même si on compte l'inflation. Puis on observe une diminution. Il était à 8 € en 1990, et là, on est passé à 7 €. Donc là, par exemple, actuellement, on est en pleine crise économique. Dites-vous que le prix des places de cinéma n'a pas augmenté pour autant. Donc voilà, raison de plus pour aller au cinéma. Donc pour résumer, on a le cinéma d'un côté. Donc tu vas voir un film dans la meilleure qualité possible, pour un prix moyen de 7 €, qui n'a jamais été aussi peu cher depuis 30 ans, qui est moins cher que tous les autres pays, et en plus, on oublie que dans ce ticket de cinéma, il y a une part qui revient au CNC pour financer des projets audiovisuels en France. Donc ce qui fait que quand on va voir Avengers, ça permet aussi de soutenir des créations cinématographiques françaises. Et dans sa déclaration, ce très cher Pierre Lepelletier nous dit qu'un abonnement Netflix, c'est 9 €. Et du coup, je crois qu'on paye pas le même abonnement Netflix à Pierre, puisqu'en effet, pour 9 €, tu as accès à tout le catalogue Netflix en 480p. Du coup, si tu veux voir la 1080p, ça va être 14 € par mois, et pour la 4K, du coup, comme au cinéma, il faut payer 18 € par mois. Oui.
Et du coup, si on considère Netflix comme un distributeur à part entière, donc c'est-à-dire on exclut on exclut du catalogue tous les films qui sont déjà sortis en salle. Ouais. Et donc on prend toutes les créations originales Netflix parce que c'est c'est là-dedans que va aller le prix de ton abonnement. Comme si on payait une place de cinéma. Voilà. Et ben il ne nous reste pas grand-chose. Rien que sur ce mois de décembre, seulement 8 films originaux sont sortis. Et je suis sûr que vous n'avez même pas vu la moitié. Je suis sûr que même Jordan n'a même pas vu la moitié de ces films. Je peux les citer si vous voulez. Il y a eu Troll, il y a eu L'amant de Lady Chatterley, il y a eu le Pinocchio de Guillermo del Toro, le Bardo, qui est le dernier film de Inarritu. Il y a eu À couteau tiré 2, si j'ai bien compris, Matilda, Happy New Year et White Noise. Il est pas encore sorti Matilda, il sort le 24. Ok, oui, le 24 décembre. Ouais. Voilà. Oui, mais du coup, il est pas encore sorti. Moi, je prenais les films originaux sortis sur le mois de décembre. D'ailleurs, Matilda, j'ai envie de le voir. Ok. On peut me dire, oui, mais Netflix, il y a d'autres films. C'est des films qui sont déjà sortis en salle, donc ça ne compte pas dans le prix de ton abonnement. Et en plus, ce sont des films qui vont pas rester éternellement sur la plateforme. Par exemple, moi, Les Noces funèbres, je peux plus le voir sur Netflix. Typiquement. Oui, mais Netflix, il y a aussi des séries. Et du coup, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est que, en fait, on peut pas trop comparer Netflix et le cinéma. En fait, Netflix est installé depuis des années comme la plateforme de streaming de séries. En fait, c'est grâce à ça qu'on renouvelle l'abonnement tous les mois. Je pense pas que les gens s'abonnent pour découvrir le dernier film de Inarritu, tu vois. Et pourtant, Inarritu, c'est un putain de réalisateur. Qui a fait The Revenant, Birdman. Ah oui. Voilà. Mais bon, imaginons, tu te butes à tous les films originaux Netflix. Et ben effectivement, ça revient moins cher. Pour allez, on va dire 14 € par mois, tu as 8 films. Sauf que la salle de cinéma, c'est une expérience. J'essaie, monteur, tu peux me rajouter un peu un effet de réverbération, comme si c'était magique, tout ça. Voilà. S'il le fait pas, je suis très triste. La salle de cinéma, c'est une expérience où tu peux voir le film de la meilleure façon possible. Et donc forcément, ça va coûter un peu plus cher que si tu étais resté chez toi sur ton canapé. Quand tu vas à un concert, faut pas s'étonner que le prix est plus élevé qu'un abonnement à Spotify. Après, si t'aimes pas les gens, les sensibilités, tout ça à la salle, je renvoie sur l'épisode 7 qu'on avait fait, du coup c'était sur Bullet Train, où on parlait justement de ça, des incivilités à la salle, et en fait c'est un argument un peu bidon. Donc pour résumer, le cinéma, c'est pas trop cher en fait, enfin ça l'est seulement pour les gens qui n'y vont jamais, et qui ne savent pas de quoi ils parlent, comme ce très cher Pierre. Aujourd'hui, les plateformes et les cinémas, en fait c'est un peu une combinaison des deux, du coup de voir les affronter ensemble, je sais pas si c'est la meilleure des idées. Et surtout que c'est pas le même mode de consommation. Quand tu vas voir un film sur Netflix, tu vas pas voir un film au cinéma comme tu vas voir un film sur Netflix. C'est complètement différent. Parce que tu vois, nous on consomme du Netflix, du Disney+, de Amazon toute l'année. Ça ne nous empêche pas d'aller voir les derniers films qui sortent au cinéma comme du coup l'Avatar. Mais du coup je pense que c'est une combinaison des deux, il faut pas les affronter les deux. Pour moi, les plateformes, elles empêchent pas aux gens d'aller au cinéma. C'est ça. Parce qu'en fait, en gros, il a sorti ça après la déclaration justement sur le mois de septembre qui était désastreux. Il se disait, en fait, si les gens vont plus au cinéma, c'est parce qu'il y a les plateformes de streaming. Sauf que absolument pas. Si les gens ne vont plus au cinéma, il y a plein de raisons et qui sont complètement différentes des plateformes de streaming. Que je pense que de toute façon, comme on a vu là en 2019, c'était la meilleure année. Là en 2022, c'est pas la meilleure avec tout ce qui s'est passé avant. Oui, et pourtant là, on a quand même sur le mois de, du coup là il y a eu le mois de septembre, mais il y a eu quand même le mois de octobre et là le mois de décembre, où il y a eu quand même des gros films qui sont sortis, qui sont Wakanda Forever, enfin Black Panther 2 et Avatar 2, qui ramènent énormément de gens en salle. Ouais. Mais du coup, ça, comme je l'ai dit, c'est un sujet aussi complexe, la fréquentation des salles de cinéma, dont on parlera peut-être un autre jour, le temps que j'analyse bien tout. Là, en fait, je voulais vraiment analyser le prix des places de ciné, parce que même en discutant avec des gens de ma classe qui me disaient oui, le cinéma c'est trop cher. Et je me suis dit, mais non, en fait, pour tous les gens de Twitter, les consommateurs de base, voilà, dites-vous que le cinéma ce n'est pas trop cher, et allez au cinéma du coup. Voilà. Surtout qu'il y a des bons films en ce moment. Avatar 2. Yes. Je pensais plus à Fumer fait tousser de Quentin Dupieux, mais on va passer directement à la deuxième actualité. Il y a 2 semaines sortait le trailer magnifique, ou le magnifique trailer, comme tu veux, de Indiana Jones 5. J'ai pas vu. Harrison Ford, qui avait promis de ne plus jouer Indy, reprend le rôle dans un 5e volet. On a encore très peu d'informations, mis à part le rajeunissement numérique de l'acteur. Et du coup, ça m'énerve de déterrer des fantômes du passé comme ça. Enfin, après, je me plains souvent de ça, même dans les autres épisodes.
C'est énervant parce qu'on n'arrive plus à créer. C'est devenu super triste. Enfin, je vois de moins en moins d'univers originaux qui sortent au cinéma. Je vois toujours des remakes, des suites sans grand intérêt. Déjà que Indiana Jones 4 était horrible en fait, et on atteignait déjà cette limite de parfois il faut juste laisser la saga vivre telle qu'elle est, et faire d'autres suites, ça n'apporte pas vraiment grand chose. Mais bon, les merveilleux producteurs de chez Disney se sont dit qu'on allait tirer sur la corde de la nostalgie après 14 ans, parce que Indiana Jones 4 était sorti en 2008. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce que ça va être la suite de trop ? Ouais, il faudrait que je revoie les Indiana Jones parce qu'en vrai, j'ai plus en tête le film. Mais ouais, c'est vrai qu'à bout de 5... Après 5, ça mène toujours le 6ème. Mais c'est étonnant parce que d'un côté, on a les producteurs qui veulent faire comme du Spielberg, parce que c'est comme Spielberg qui était à la tête des premiers Indiana Jones. Donc ils veulent faire comme du Spielberg, et de l'autre, on a Spielberg qui fait The Fabelmans, qu'on a eu la chance de voir en avant-première au Grand Rex, qui était une soirée un peu spéciale, en vrai, on peut le dire. Pour résumer, c'était les 90 ans du Grand Rex, où nous y sommes allés. Et on a eu la chance, même l'opportunité, de voir le grand Christophe Maé faire un incroyable concert. J'étais vraiment heureux, moi qui suis un très grand fan de Christophe Maé. C'est que nous on attendait Spielberg en fait. Ouais, c'est ça. En fait, toute la séance, j'ai attendu Spielberg, tout le début où il présentait les gens, où il parlait du Grand Rex. J'attendais Spielberg en filmant. Et, on avait quand même Nolan. Oui, on a eu Nolan, c'est vrai qu'on oublie Nolan, avec la bande-annonce de Oppenheimer qui est sortie aujourd'hui. C'est plutôt cool, mais... Tout se relie... Voilà, c'est le multivers. Et donc Spielberg n'est pas venu, mais on a pu voir le film The Fabelmans en avant-première, le film qui sort en février. Et du coup, qu'est-ce qu'on en pense sans trop spoiler, un avis peut-être à chaud comme ça. Je trouve le film, il est génial, vraiment. Là, c'est du Spielberg, c'est bien réalisé. Et tu t'ennuies pas, en vrai. Moi, je me suis pas du tout ennuyé pendant le film. Et il y a le côté un peu où on peut s'identifier, nous, moi et Elliot, sur le truc de quand t'es petit, t'as envie de filmer un peu partout, faire tes petits scénarios, je sais pas, t'essayes de filmer. Et du coup, c'est un hommage un peu à ce cinéma-là des débuts, finalement, de quand tu filmes. Et après, du coup, c'est du Spielberg, c'est génial. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça aussi, où en fait, Spielberg, il vient parler de sa jeunesse cinéphile, où en fait c'est une sorte d'autobiographie où il va se mettre en scène et il va raconter comment il faisait ses premiers films. Et donc là où je suis un peu déçu, c'est qu'on s'écarte du virtuose qu'il avait pu nous montrer pour West Side Story, où en fait West Side Story il était vraiment là pour dire regardez, je peux faire des films de dingue. Donc en fait c'était du grand spectacle où t'es en mode waouh, attends, mais... Et personne peut aller en salle. Personne ne va en salle. Il revient à une mise en scène un peu plus sobre, je trouve, mais au service d'un récit vraiment touchant, oui, sur pourquoi faire du cinéma en fait, et ça vient aussi raconter un peu l'état du cinéma actuellement, où on est du coup dans les suites, remakes, alors qu'en fait, à la base, le cinéma, c'est juste des enfants qui sont là pour s'amuser. En fait, c'est la créativité. En fait, cet enfant-là, il a un peu la créativité au départ, même au départ, c'est même pas filmé pour raconter une histoire, c'est juste filmé pour filmer... En fait, il n'y a pas d'intérêt derrière, il n'y a pas de... d'arrière-pensée, c'est juste l'enfant qui veut filmer pour juste filmer pour comme les ça. Images, ouais. Juste pour les images. Et en vrai, je sais pas si ça fait ça. Moi, ça m'a remémoré les premières années où on filmait nos premiers courts-métrages. Exactement, ouais. Tu te reconnais directement, t'es en mode waouh, ok, en fait, tout le monde est passé par là et c'est assez fou. Et sinon, pour ceux qui n'ont jamais connu ça, je pense que vous aurez envie de faire des films, en fait, tout simplement. Après ça, vous vous direz, ok, je prends la caméra et je vais filmer. Vraiment passionnant sujet d'étude. On n'en dit pas trop, parce que le film n'est pas encore sorti, il sortira en février. Donc n'hésitez pas à aller le voir, parce que je pense que ça vaut le coup d'œil. C'est encore une masterclass de la part de Tonton Spielberg. En plus, c'était marrant, parce que voilà, je l'ai noté aussi en petit, mais après la soirée, on a quand même croisé Mathieu Kassovitz. Enfin, en plus, Mathieu Kassovitz nous a croisés, voilà, on peut le dire. C'est vrai que maintenant, on est devenu des critiques assez connus. C'est vrai que des superstars viennent nous voir, effectivement, ouais. Il nous a absolument pas reconnu, c'est pas... Pour résumer cette phase d'actualité, donc si je peux résumer tout ça. Non. Oh. Non, non, je veux pas. Si tu veux, non. Donc au centre, on a un film qui a attendu 14 ans pour pouvoir après tirer sur la corde nostalgique des fans en pompant le style visuel d'un réalisateur. D'un côté, on a le réalisateur en question qui sort un film incroyable sur sa cinéphilie, sur l'état du cinéma et sur l'importance de faire des films. Et de l'autre côté, on a un autre réalisateur qui a attendu aussi 13 ans pour faire une suite. Ce film, vous en avez sans doute entendu parler.
puisqu'il s'agit de Avatar 2. The way of water connects all things. Before your birth and after your death. This is our home! I need you with me. And I need you to be strong. Strongheart. Avatar 2 réalisé par James Cameron. Donc, encore une fois, au casting, on retrouve du coup les acteurs du premier film. Sam Worthington en Jake Sully, l'incroyable Zoé Saldana en Neytiri, Sigourney Weaver en Kiri et Stephen Long en Colonel Miles. Et pour le reste, je ne peux pas énumérer tout le monde car il y a énormément de personnages et donc énormément d'acteurs. Avatar 2 en fait nous montre Jake Sully et Neytiri qui ont fondé une famille et qui vivent des jours paisibles sur Pandora. Mais ce bonheur sera de courte durée car des méchants humains venus du ciel retournent sur cet Éden de la nature, bien déterminés à éliminer celui et celle qui les avait repoussés. La famille Sully est donc contrainte de fuir pour sauver leur clan et vont se réfugier chez les Metkayina, un peuple Na'vi vivant sur la côte est de Pandora. Là-bas, ils vont devoir apprendre de nouvelles cultures tandis que la menace se rapproche. Le pitch est long, le film l'est encore plus, 3h10. Et donc, 3h12 précisément. 15. 12. Sur Google, il est marqué 3h15. C'est marqué 3h12. C'est le moment de vérité. C'est le moment de vérité. Est-ce que le film fait 3h12 comme je disais ou 3h15 comme Jordan disait ? C'est 3h12. C'était 3h12, voilà. J'ai arrondi, c'est bon. Du coup, j'avais arrondi à 3h10 moi, mais bon. Bah, ça, Du coup, j'ai plus raison que Jordan. Donc le pitch est long, le film l'est encore plus parce qu'il fait quand même 3h12. Et donc, est-ce que Avatar 2 réussit le pari de faire mieux que le premier ? Est-ce que ces 3 heures sont justifiées ? Et pourquoi aujourd'hui encore cette saga divise autant ? Et donc on va demander l'avis à Jordan. Jordan, qu'est-ce que tu as pensé du film ? En un seul mot, incroyable. Vraiment immersif et... immersif en fait ce film. Vraiment, tu plonges dedans à les mains de... j'ai plus l'expression mais non, tu plonges dans le film, il t'absorbe et vraiment l'univers que James Cameron a créé est vraiment incroyable. Mais après, juste un petit défaut, c'est le début où tu comprends rien, surtout quand tu regardes ça en VO. Et vraiment le truc où le sergent il avait un fils, je sais pas quoi, ce fils c'est comme si c'était Mowgli en fait. Il vit dans la nature. Moi. Pour moi c'était Tarzan mais... Le rôle de Sigourney Weaver qui est un peu bizarre avec sa fille. Il y a un côté un peu bizarre et un peu aussi... elle a des pouvoirs, tu sais, dans l'eau. Un peu mystérieux. Éviter de trop raconter. Mais du coup, oui. Et du coup, vraiment, tu vois, vraiment, le film... L'univers est vraiment incroyable. C'est juste le début où je les ai un peu mal accrochés. Vraiment. Et après, dès que tu entres dans le film, tout le passage dans l'eau, vraiment magnifique. Le film, il t'absorbe, il te prend et il te dit assieds-toi dans le siège et regarde-le. Okay. Vraiment, moi, c'est mon ressenti, tu vois. Mais quel est ton ressenti, Elliot ? Alors, déjà, il faut savoir que c'est un épisode historique dans le podcast. Pendant la création de celui-ci, on réfléchissait déjà aux épisodes qu'on pourrait faire, des épisodes importants, piliers du podcast. Donc, des épisodes sur des films qui divisent Jordan et moi. Parmi eux, donc, je peux citer Ready Player One, Avengers Endgame, et donc aussi Avatar, dont on en avait déjà parlé dans l'épisode 7. Donc, après avoir reçu des dizaines de messages pour savoir si j'avais apprécié le film, j'ai fait un sondage sur Instagram, donc sur le compte de Vendredi Ciné. Donc, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, faites-le. Donc je vous demandais sur une échelle de 1 à 100 à combien vous notez à peu près Avatar 2. C'est là que je me suis rendu compte que les avis étaient vraiment partagés. Parce que soit les gens avaient adoré et mettaient 100, soit ils avaient détesté et mettaient 0. Et du coup on arrive à cette moyenne de 60%, qui est très étrange pour Avatar 2. Alors avant de donner mon avis, je vais vous parler de ma relation avec Avatar. Voilà. C'était pas toujours facile, donc d'où je viens et comment j'en suis arrivé à détester l'un des films pionniers du cinéma. C'est l'instant backstory.
Donc Avatar 1 sort en 2009. J'ai alors 7 ans et je vais très peu au cinéma, 1 à 2 fois par an. Je ne verrai le film que 1 an plus tard en DVD sur ma vieille télé de l'époque. À ce moment-là, je n'ai pas encore de recul, ni même d'esprit critique, et donc j'apprécie le film. Et plus les années passaient, plus j'étais contraint de le revoir quand j'allais chez des amis, par exemple, parce que c'était le film qui me mettait tout le temps. Je me suis donc retrouvé en l'espace de 5 ans à le voir une dizaine de fois, ce qui fait que j'ai été complètement dégoûté du film, et à chaque fois que je le revoyais, je le connaissais par cœur et je ne voyais que les défauts. Avec le temps, j'ai développé un esprit plus critique, et j'ai sondé un peu tous les avis pour savoir pourquoi ce film était apprécié en fait. Et ce qu'on me ressortait tout le temps était les effets spéciaux. Donc oui, les effets spéciaux. Mais moi j'ai grandi avec les effets spéciaux, j'ai baigné dans ces blockbusters-là, un peu comme toi. On est de cette génération 2000 qui a grandi avec la 3D et tout ça, et donc moi ça m'impressionnait pas en fait. Ça m'impressionnait pas, surtout que le temps passait et la technologie qui avait été utilisée sur Avatar avait été utilisée sur d'autres films. Du coup, c'était devenu un peu la norme. Et le temps passe encore et Avatar 2 est annoncé. Et les débats reprennent. D'un côté, les gens qui ont été marqués par ce film en salle, et de l'autre, des haters comme moi, dont j'étais la figure de proue, qui ne comprenaient pas cet engouement. Donc Avatar Remastered sort en salle et je n'y vais pas, parce que j'en suis arrivé à la conclusion que Avatar, ce n'est pas du cinéma en fait. Aïe. Ça fait mal pour tous les fans d'Avatar. Les effets spéciaux, c'est bien gentil, mais Avatar, c'est artificiel, il n'y a aucune émotion. Et ce dimanche 18 décembre, je suis allé voir Avatar 2. Donc de 1, j'étais pas très content, car je n'ai pas aimé Avatar 1 et je savais que je n'allais pas aimer cette suite. De 2, je suis encore moins content parce que je n'aime pas James Cameron, je n'aime pas son cinéma, je n'aimais aucun de ses films, et je savais qu'en fait je n'allais pas aimer vraiment du tout ce film. Et de 3, j'y suis allé avec ma famille, qui m'ont amené dans un petit cinéma de quartier que je n'aime pas, et déjà que Avatar se vend comme une expérience, le voir dans un petit cinéma un peu nul, c'est pas le top quoi, donc je suis vraiment allé... je savais que j'allais pas aimer, en fait, je vais passer à côté en fait de ce film. En plus 3 heures c'est long, et tout le monde toussait dans la salle, pendant que d'autres regardaient le match de la Coupe du Monde. Toutes les conditions étaient réunies pour que je déteste profondément ce moment. Et pourtant, c'est mon moment de vérité, j'ai adoré Avatar 2. J'ai adoré Avatar 2, il réussit à allier prouesse technique et émotion, et actuellement j'ai juste envie d'aller le revoir, mais du coup dans des bonnes conditions. Du coup, j'ai présenté. À partir du moment où tu me dis avant le truc, j'ai trop envie de le revoir, c'est forcément que tu l'as aimé. Non, il y a des films, moi, par exemple, The Batman, je l'avais vu, et en fait, je comprenais pas pourquoi les gens l'adoraient alors que moi, j'avais pas aimé. Et du coup, c'est pour ça que je voulais aller le revoir aussi. Moi, je veux souvent revoir des films juste comme ça. Mais bon, ne vous en faites pas, je vais pas m'arrêter à cette critique-là, je vais un peu décortiquer tout ça avec Jordan, voir qu'est-ce qui va dans Avatar 2 et qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas. Parce qu'il faut toujours qu'ils cherchent la petite bête. Oh là là. Alors, du coup, les gros points positifs du film pour toi, Jordan, ce serait quoi ? Déjà les visuels. Comme tout le monde en fait. Le côté vraiment... Immersion. Vraiment, quand tu regardes dans des bonnes conditions, dans un cinéma, pas sur Netflix ou... Sur ton téléphone. Sur ton téléphone, mais vraiment... Le film, il te prend et, comme j'ai dit, il t'emmène vraiment dans Pandora en fait. Vraiment, c'est ça. Ça c'est vraiment le point le plus positif du film. On l'attendait vraiment beaucoup sur ça en fait. Parce que il l'avait vendu. Vraiment, tu vois, il l'a pas fait pendant 13 ans parce que il cherchait vraiment à faire des vrais effets avec l'eau. Que l'eau c'est pas le plus facile à faire en effets spéciaux, surtout 3D. Hein. C'est... pourquoi c'est surtout 3D Oui, ça. Les effets 3D. Et après, un autre point positif... en vrai, je sais pas. Moi, je me suis... Oui, non, t'as fait pas. Moi, c'est toujours carré. Alors moi, en premier point positif, je voulais noter la prise de risque que prend Avatar 2. Oui, c'est un film qui prend des risques, parce que déjà, il sort 13 ans après son prédécesseur, en fait. Donc, entre-temps, les gens ont un peu oublié le premier film, donc un peu comme nous. Et surtout que l'industrie a beaucoup évolué. Donc aujourd'hui, Hollywood est surtout marqué par les remakes et les suites, et le cinéma de super-héros qui est devenu aussi... du coup, c'est ça continue du coup avec Avatar 2. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je parlais de licences comme Marvel, tout ça, en fait. Vraiment, Marvel a profondément marqué Hollywood, et parce que là, toutes les grosses entrées sont faites par les films de super-héros, et c'est même films de super-héros qui ont des effets spéciaux bluffants, qui ont utilisé un peu la technologie de Avatar. Pas tous, effectivement, mais en tout cas, la plupart des gens qui vont voir des films Marvel, ils y vont pour les effets spéciaux, et en fait, Avatar 2, il devait faire vraiment beaucoup plus en termes d'effets spéciaux, et
c'était difficilement imaginable. Surtout que quand je voyais les bandes annonces, je me suis dit, oui, c'est joli, mais voilà, quoi, ça ne fait pas grand-chose de plus, quoi, qu'un Marvel. Et donc, voilà, il sort là-dedans, et donc, c'était un contexte particulier où c'était dur pour Avatar de revenir. Surtout quand le film cherche à créer un nouvel univers original. Parce que, oui, Avatar 2 crée un nouvel univers pour moi. En fait, j'avais très peur au début, parce que, en fait, la première heure du film, c'est le Pandora qu'on connaît tous. Oui. Et du coup, j'avais du mal à rentrer dans le film. Et après, je dirais 1 heure et demie, on va enfin dans l'eau. c'est bête, hein. Et là, en fait, ça devient intéressant parce que on redécouvre un nouveau monde, en fait. On redécouvre un nouveau monde, des nouvelles cultures, des nouveaux personnages. Et c'est ça qui faisait la force du premier film. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que, vraiment, moi, sur la première heure du film, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Vraiment, je vois le premier film, mais... Je pense que toute la première partie, elle est là pour le moment où ils partent pour l'eau. Et j'ai même une anecdote, mon père s'est endormi pile au moment où ils partent. Du coup, à la fin, il me dit, mais comment ils sont passés dans l'eau? Incroyable. Et en fait, quand ils arrivent dans l'eau, là, les effets spéciaux deviennent vraiment bluffants. Donc, on parle de l'eau, hein, mais pour la première fois depuis longtemps au cinéma. Et en fait, je ne me retrouve pas avec une bouillie de CGI, de VFX vraiment moche. En fait, je me suis vraiment mis devant le film et je me posais pas la question de savoir si ce que je voyais était vrai ou pas. En fait, juste, je regardais le film et en fait, tout ce que je voyais, j'y croyais. Et en fait, vraiment pendant le film, parfois, je prenais du recul et je me suis dit, attends, ce n'est pas de l'eau. Et pourtant, je voyais de l'eau. Je voyais de l'eau, je voyais des créatures volantes, je voyais tout. Et c'était assez étonnant, surtout que, en fait, l'œil humain est ultra sensible dès qu'il y a un truc en 3D, dès qu'il y a tout fait faux, en fait. Ouais. Et en fait, Avatar 2, vraiment la frontière entre l'artificiel et le réel est vraiment très très fine et on a vraiment du mal à discerner, je trouve, le vrai du faux. Sachant que je pense que 90% du film est faux, hein, mais voilà. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a impressionné, où parfois pendant le film, j'étais obligé de prendre du recul en me disant, attends, Elliot, ce film est faux. Là, ça n'existe pas, il n'y a pas ça. Et pourtant, j'y croyais, j'étais plongé dans le film, j'étais immergé. En fait, t'avais vraiment envie de te dire, j'ai pas aimé ce film. Mais comme je t'ai dit, en fait, il y avait toutes les conditions qui étaient réunies pour que je déteste ce passage. Et du coup, j'étais vraiment en colère, en fait. J'étais en mode, je vais défoncer le film. Vraiment, je vais détester. Et le film m'a emporté. Le film m'a emporté parce que c'est beau. Et en fait, c'est beau, pas que dans les visuels, oh là là, c'est joli, il y a des cascades dans les airs, voilà. Parce qu'il y a une vraie émotion qui s'en dégage, en fait. On a droit à quelques instants de poésie, hein. Par exemple, Zoé Saldana. Voilà, c'est celle qui joue Neytiri. Je la trouve vraiment impressionnante, hein, parce que elle arrive vraiment à transmettre quelque chose par le regard. Est-ce que tu peux juste me dire qui est Neytiri déjà? C'est la femme de Jake Sully. Ah oui. Celle qui tire à l'arc, voilà, l'héroïne principale. Parce que je pense que c'est aussi pour les spectateurs, tu vois. Je pense qu'ils vont commencer à dire, ah, tu vois, lui. Et en fait, elle arrive vraiment à transmettre quelque chose par le regard, parce qu'elle a un jeu très expressif, et en fait, malgré la performance capture, il y a vraiment des instants de vraiment d'émotion où en fait tu crois en ses émotions, ses sentiments, et c'est beau, voilà. Et en fait c'est rare, que même presque impossible, que la VFX arrive à te transmettre des émotions comme ça. Le film y arrive, voilà. Après, le film il a quand même mis 13 ans à être réalisé par rapport au premier. Et James Cameron, vraiment il a vraiment cherché à optimiser tout ce côté réaliste. Et tu sens que James Cameron, il n'est pas là pour continuer, comme tu as dit, des remakes et faire avec les mêmes effets spéciaux, un peu avec les mêmes bidouilles. Il est vraiment là pour créer, pour innover. Et il fait comme il a fait pour le premier film. Au premier film, la 3D, personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Et même, c'est lui dans le premier film qui vient créer la caméra qu'il utilise dans le film. Et il vient mettre de l'argent lui parce qu'il y croit. Parce que personne va mettre de l'argent sans 3D. Même toi, Elliot, tu vas pas mettre... Après, j'avais 7 ans, donc j'avais pas beaucoup d'argent déjà de base. Non, mais aujourd'hui, pour Avatar 2, t'aurais mis vraiment aucune pièce pour que le film il soit immergent, qu'il soit vraiment réaliste. Immersif. Et vraiment, James Cameron, vraiment, il est là pour bousculer un peu l'industrie pour Hollywood, pour montrer, on peut faire de la 3D bien. Mais après, moi, la 3D, j'ai pas comme toi le truc en mode, oh, Shrek, j'aime pas la 3D. Ouais, moi, j'ai moins de problèmes avec la 3D. Là, c'est l'animation 3D, du coup, c'est un style particulier. Shrek et Avatar, il y a vraiment zéro truc.
En fait, vraiment, il y a zéro humain dans Avatar, comme dans Shrek, tu vois. Du coup, on peut dire que... Oh là, non, il était gros Shrek à Avatar, je suis pas très content là. Non, parce que. Non, mais tu vois, c'est vraiment du... il a vraiment innové dans tout ça, et je pense... comme en 2009, là, il met un coup dans la fourmilière et il dit, bah, je suis là, et j'en ai encore 3 autres à faire. Mais après, il s'est beaucoup endetté, là. Petite goutte de sueur pour James Cameron, là, qui se dit, j'espère que mon film il marche bien. Bah, le film, il fait un meilleur démarrage que le premier. Le premier, à la fin du premier week-end de son exploitation en salle, il était à 1 million du coup dans le monde. Et là, il est à 1 million 400 000. Du coup, il fait un meilleur démarrage que le premier. C'est vraiment pas trop mal. Voilà, juste pour finir sur quelques points de réalisation, je parlais de poésie et de VFX, comment on peut allier tout ça. En fait, James Cameron, il a bien compris parce que en fait, il fait beaucoup de gros plans, voilà, donc c'est-à-dire des plans très serrés sur les visages, et donc ça vient renforcer cette poésie-là. Et pour le côté immersif, et ben en fait, il va se rapprocher de quelque chose un peu documentaire. Voilà, je sais pas si vous avez déjà vu des documentaires nature, tout ça. Bon, du coup, il y a beaucoup de zoom, des caméras portées qui donnent vraiment cet aspect réaliste et qui renforce cette immersion. Et du coup, comme on est immergé dans l'histoire, et ben donc on croit beaucoup plus aux personnages, on ressent leurs émotions, leurs sentiments. Mais bon, du coup, ces qualités-là, c'était aussi les qualités du premier film. Et je trouve que malheureusement, le deuxième film, à part reproduire les qualités du premier, n'apporte rien de plus dans sa mise en scène. Et du coup, même je trouve qu'elle prend du retard. Non, mais j'aurais bien aimé que du coup, elle apporte quelque chose en plus, quelque chose qui change un peu du premier. Sauf que là, non. Et en plus, je trouve qu'il prend du retard. Et du coup, c'est là on arrive au point négatif que voilà, je trouve au film. Où en fait, bah, du coup, rien que sur la mise en scène. Donc, par rapport au premier film, c'est un calque. Du coup, on pourrait me limite faire une parodie de Avatar, tellement vraiment il a refait le premier film. Mais je parle en mise en scène, hein, vraiment, de réalisation. Mais en plus, je trouve que ça fait très artificiel. Très souvent, les zooms ou les ralentis, bah, ils sont pas réellement justifiés à part pour faire joli. Et en fait, vraiment, ça sort de nulle part très souvent. Et moi, quand je voyais le film, j'étais en mode wow, c'est quoi ça ? C'est trop bizarre. Je sais pas si t'avais ça, mais par exemple, à un moment, il y a une scène de train. Le train explose. Et là, on me fait un ralenti. Et je me suis dit, bah pourquoi faire en fait ? Pourquoi faire ? J'ai pas vu ce ralenti là. Je me rappelle du train. Mais après, ouais, non, le ralenti. Même au moment où il y a l'explosion ou avant ? C'est ça, il y a l'explosion. Et même, je sais pas si tu te rappelles de l'un des enfants qui est pris dans l'explosion. Et là, t'as un ralenti, tu te dis. Non, je faudrait que je le revoie. En fait, ouais. Mais en fait, d'un côté. Après, le film, il a quand même duré 3 heures. D'un côté, il y a Zack Snyder, toi, qui fait des ralentis, des zooms, parce que c'est vraiment sa marque de fabrique. Il les utilise bien, je trouve, parce que ça raconte quelque chose dans sa mise en scène. Là, ça vient dramatiser un moment. Là, c'est juste, vraiment, j'ai l'impression que c'est pour faire joli. Et c'est vraiment dommage, parce que parfois, je suis vraiment pris dans le film, et d'un coup, je suis sorti et je me dis, bah, franchement, c'était réellement pas nécessaire. Non, j'ai pas ressenti ça, vraiment. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment faire attention au zoom, au ralenti. Oui, après, comme maintenant, je suis arrivé à un stade où chaque fois que je vois un mouvement de caméra, une focale, n'importe quoi, bah, je l'analyse et parce que bah, c'est du langage cinématographique dans tous les cas. Le film se raconte aussi par sa mise en scène et parfois la mise en scène, elle est pas au même niveau que le scénario, que le récit. Et du coup, c'est un peu dommage. Et là, c'est un peu ce que je trouve à Avatar. Tu trouves que les ralentis sont pas justifiés ? Les ralentis sont pas justifiés du tout et les zooms non plus. Alors, là, vraiment, c'est vraiment le truc de je cherche la petite bête et je la prends. Non, parce qu'il y a plein d'autres points négatifs, tu vas voir. Voilà. Non, c'est juste, je prends un film et je le décortique. Voilà, je regarde ce qui est bien et ce qui est moins bien, je trouve, à mon avis. Et c'est pas des trucs où je me dis, allez, j'allais chercher la petite bête. C'était vraiment des trucs où je voyais le film et je me suis dit, pourquoi il fait ça ? C'est dommage. Et du coup, après. T'aurais aimé réaliser le film Non. Non, parce que ça doit être un enfer à tourner. En point négatif aussi, j'ai marqué certains effets spéciaux. Parce que, alors, attention, je vais mettre des guillemets. L'eau est très belle, hein, voilà, je dis pas le contraire, mais très souvent dans le film, je suis sorti par un effet que je trouve un peu en dessous en termes de qualité. Donc, par exemple, il y a les navis, enfin le peuple. Le peuple bleu, quoi. Il y a certains hommes bleus, il y a les véhicules aussi que je trouve vraiment en dessous et que parfois j'ai vraiment l'impression de voir une cinématique de jeu vidéo. Et en fait, quand tu compares certaines séquences, tu te dis, c'est dommage qu'on passe d'une qualité vraiment bonne et d'un coup un peu moins. Et en fait, ces sautes de qualité, ça me sort du film. Donc, je sais pas si t'as ressenti ça aussi.
Non, j'ai. Ok, du coup, parce que moi j'ai poussé Parce l'analyse que un peu c'est. plus loin. Parce que c'est au moment où il y a le plan de la ville là, qui se construit ou pas du tout à ce moment-là. Ouais, enfin la ville, tu parles de. Bah, le gros. Quand tu le vois gros complexe. le grand complexe. Ouais, ça où, par exemple, ça fait vraiment Black Ops 3, quoi. Ouais. En mode zombie, en mode cauchemar. Non, pour j'ai ceux pas qui trop comprennent. ressenti ça. En vrai, je pense que tu cherches la petite bête. Non, parce que moi j'ai Mais ouais, je j'ai pense- poussé l'analyse un peu plus loin et l'analyse technique. Non, en fait, mais- moi, je regardais vraiment l'image. Je me disais, ah, c'est bien. En fait, moi, en fait, je me disais, j'étais dans la pensée en mode, attends, mais il a un fils, le général. Mais non, mais par exemple, il y a certaines séquences de bataille dans l'eau où en fait parfois l'eau est vraiment fluide et tout, tu ressens vraiment la texture de l'eau Ouais. et parfois c'est juste vraiment un fond transparent et tu te dis pourquoi c'est comme ça. C'est vraiment dommage, pourquoi tout n'est pas aussi bien en termes de qualité. Ok. Et donc je me suis renseigné. Et en fait, c'est par T'as des rapport à la contacts. technologie utilisée. Donc James Cameron, donc pour son film Avatar 2, a utilisé ce qu'on appelle le HFR. Donc High Frame Rate, incroyable accent anglais, qui permet donc d'afficher des images à 48 images par seconde, enfin des images au-dessus de 24. Parce que normalement, quand on va voir un film, c'est du 24 images par seconde. Lui, il a utilisé plus, 48, on peut aller beaucoup plus haut, hein, sur du 60, 120 FPS. Et en fait, c'est... FPS. oui, c'est ça, c'est le high frame rate, c'est Là, du ça FPS. Vu que tu fais la comparaison aux jeux vidéo. Mais oui, mais en fait, du coup, c'est pour ça que certains passages, tu te dis, bah attends, mais pourquoi c'est une cinématique de jeu vidéo? Parce qu'en fait, c'est filmé du coup en 48 images par seconde. Mais le problème, c'est que ce n'est pas tout en 48 images par seconde. Il y a seulement certaines séquences qui sont en 48 images par seconde. Et du coup, en fait, voilà. C'est pour ça que parfois, je suis en mode, bah, pourquoi la qualité est moins bien? En fait, c'est pas la qualité qui est moins bien, c'est juste que certaines images sont très fluides, 48 images par seconde, où t'es en mode cinématique de jeu vidéo, et certaines séquences où t'as vraiment l'impression que le film ralentit, enfin l'image ralentit, parce qu'en fait, il est passé à 24 images par seconde. Et c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Par exemple, moi, je me rappelle d'une séquence dans l'eau avec de la bagarre où je me dis, waouh, attends, c'est super fluide, on voit vraiment la texture de l'eau, et puis d'un coup, il y a un dialogue, et je me dis, bah c'est trop bizarre là, pourquoi il parle au ralenti? Et en fait, ça fait ça sur tout le film. Ça fait ça sur tout le film, et à plusieurs moments, à chaque fois, je suis en mode, je suis dans l'histoire, et là, d'un coup, wow, attends, qu'est-ce qui se passe là? Le département effets spéciaux, vous faites quoi? Et en fait, c'est juste ça. Et je pense que c'est le seul bémol que je peux donner aux effets spéciaux, c'est ces sautes de FPS. Pour ceux qui ne sont pas habitués, bah, ça va pas trop les choquer. Mais pour quelqu'un qui a beaucoup joué aux jeux vidéo comme moi, et qui est habitué en plus à regarder des films en 24 images par seconde, en fait, ça fait vraiment des sautes toutes les 2 secondes, où ton œil essaye de s'habituer à la cadence d'image, et en fait, tu passes d'une cadence à l'autre, et c'est trop bizarre. Je sais pas si toi, t'as Non, ressenti ça. Ok, d'accord. En fait, j'ai entendu parler de ce truc-là après avoir vu le film et. J'étais en mode, ok. D'accord. Bah, peut-être quand on ira le revoir, Ouais. je te montrerai, je te ferai des signes. Ça va- Attention là. T'es en mode, ah, regarde, c'est à ce moment-là. Et du coup, en point négatif aussi, il y a la production de Avatar 2. Parce qu'en fait, le film, pour être rentable, doit devenir le 3e plus gros succès au box-office mondial. Bah non, du coup, enfin, ça c'est le meilleur moyen de ruiner une industrie, mais bon, là c'est plus le problème de Disney. Et c'est un sujet un peu vaste. Hein. De toute façon, moi et Disney, c'est toujours une grande histoire d'amour. Après, il n'y a pas une histoire que ils ont tourné le 3e en même temps. Ouais, Ils c'est entendaient- ça. du coup- Avatar 2 et Avatar 3 étaient tournés en même temps. Oui, du coup, là, le prix que tu parles, il parle des. Non, là, là, il parlait vraiment de Avatar. Attends, je sais pas dire. Avatar 2, oui. Qui vraiment, pour se rentabiliser lui. Donc après, on verra pour Avatar 3. Mais Que si Avatar 3 a déjà tourné, peut-être, je sais pas, dans tes calculs, si ça a été pris en compte. Parce que... après, j'ai pas regardé le coût de production. On va peut-être voir tout de suite. Hein. On va demander à Régis. Voilà. Parce que s'il y a le 3e aussi pour rentabiliser, je pense. Peut-être pas, en vrai, parce que. Ah, je sais pas, en vrai. Du Puis après, coup, mais ça veut dire que. Imaginons, c'est juste pour le 2e. Le 3e, il faut aussi qu'il fasse pareil on est sur du 500 millions. pour les deux. Ou pour. Aucun problème, c'est juste l'ordinateur qui est en train de s'envoler. Oui, pour Avatar 2. Et le 3e, du coup. J'ai pas regardé, mais comme il est pas encore sorti, on verra. En fait, dans les coûts de production, il y a tout plein de choses, notamment la sortie en salle, l'aspect promotion Ouais, du oui. film. Donc,
Faudra vraiment attendre que le film sorte pour Avatar 3. Mais... Allez, on repart dans 2 ans. Let's go. Après, bon, on va revenir sur du terre à terre, hein, voilà. Il y a d'autres problèmes avec le film, je trouve. Et voilà, et là, on va partir plus sur l'aspect narratif du film. Il y a certains problèmes avec des personnages. Enfin, j'ai des problèmes avec des personnages. Je sais pas si toi, t'as certains problèmes avec certains personnages. Certains problèmes avec certains personnages. Waouh, j'adore cette phrase. Non, je sais pas. En fait, c'est juste ce que je t'ai dit, c'est Lola Spider, là, le un peu moudli, là, Ouais. l'enfant du je le général. Insupportable. Non, en fait, c'est pas que je le trouve insupportable, c'est que j'ai pas compris sa présence au début. Ouais, après, il prend un peu plus d'importance, un peu, juste pour une scène. Oui. Mais moi, je le trouve vraiment très malaisant, en fait. Je sais pas si c'est dû au jeu d'acteur, à la direction de comédien ou au personnage en lui-même. Je sais pas si c'est pas malaisant. Moi, j'étais vraiment gêné quand il était là. Vraiment, ça me gênait. Donc, voilà. Mais bon, on va l'exclure, hein, parce que c'est un très mauvais personnage, dans tous les cas. Et en fait, c'est très bizarre, parce que je pense, James Cameron, il s'est dit, c'est la suite, donc on va faire plus de personnages. Et en fait, ça se voit, il sait pas quoi faire de tous ces personnages qu'il a rajoutés. Donc, par exemple, j'ai beaucoup de déceptions avec certains personnages, hein, et notamment les 2 grands frères. Tu sais, les 2 grands frères. Ah, oui, je vois. Voilà, donc comme je l'ai dit en intro, là on rentre dans une partie spoil. Donc si tu n'as pas vu le film, je t'invite à aller à 51 minutes et 20 secondes. Voilà, comme ça t'es prévenu. Alors, là c'est l'instant où je vais un peu spoiler. Donc voilà, revenez dans 5 minutes. T'as pas le jingle Jingle spoil. Ouais. Je peux mettre ça si tu veux. Là, c'est prévenu. Attention. Donc le grand frère modèle hein, d'un côté et le cadet qui fait que des bêtises de l'autre. Le cadet qui n'est pas reconnu par son père alors que le grand frère, oui, hein, voilà, il est vraiment le chouchou de la famille. Je trouvais que c'est un postulat de départ intéressant. Donc en fait, si on prend en termes de construction de personnage, l'arc narratif du cadet en fait, parce que le grand frère sert juste à l'arc narratif du cadet, le cadet va devoir être reconnu par son père, tout faire pour être reconnu par son père. Et là, il y a 2 problèmes qui se posent dans ce film à ce niveau-là. C'est que, du coup, le grand frère ne sert à rien, puisqu'il est là juste pour faire évoluer un personnage. Surtout qu'ils se ressemblent, les 2 se ressemblent beaucoup. Oui, et... déjà, oui. Donc, notamment la scène de mort du grand frère, où ouais, j'avais dit que j'allais spoiler, donc si vous êtes restés, tant pis pour vous, hein. Vous avez été prévenus, il y a eu le jingle. Donc notamment la scène de mort du grand frère, où vraiment pendant longtemps je me suis dit, attends, est-ce que c'est le grand frère ou le cadet qui est mort? Bah, moi j'ai pas eu cette question, je me suis dit c'est... Ah, t'as reconnu direct le grand frère? Ouais, je me suis dit c'est le grand frère. En vrai, en fait, c'est juste au début, je pense peut-être parce que je la regarde en VO encore une fois, qui m'a un peu perturbé au départ, que tu comprends pas vraiment tout. Et vraiment, non, à ce moment-là, non. En fait, je me suis dit, mais à quoi il servait en fait? En fait, oui, il sert à rien. Il sert à rien, pas à faire évoluer l'arc narratif du cadet. Et donc, l'arc narratif du cadet, son but, c'est d'être reconnu par son père. Donc là, il y a la scène de mort, il y a un très beau plan où il a le sang sur les mains de son frère, c'est lui qui l'a tué. Et là, il est reconnu par son père. Enfin, en fait, c'est très bizarre parce que j'avais l'impression il vraiment... l'a pas tué. Non, mais la mise en scène te montrait que, oui, ils se sont coupables de l'avoir de sa mort. Ils se sont coupables de sa mort parce que il a le sang sur les mains, c'est lui qui l'a tué dans son esprit. Et même lui, il le dit, il se sent vraiment coupable parce qu'il se dit que c'est à cause de lui. Et en fait, le père, il lui dit, non, mais c'est bon, t'es mon fils, voilà. Et là, je me suis vraiment dit, mais attends, mais du coup, j'ai l'impression vraiment qu'il a remplacé le grand frère par le cadet. Pour qu'il soit enfin reconnu par son père, il fallait que son grand frère meure. Et c'était trop bizarre. C'est trop bizarre parce que, normalement, logiquement, donc pour être reconnu par son père, il aurait dû... en fait, une scène qui aurait pu être intéressante, c'est que son père et son grand frère ont besoin d'aide. Et là, lui, il vient les sauver. Et là, voilà, c'est bon, t'es devenu un grand guerrier. Je sais pas quoi, je te reconnais enfin. Sauf qu'il n'y a pas ça. Il y a son grand frère qui meurt. Je me dis, ok, du coup, il a le sang sur les mains. Et donc là, son père va le rejeter. Il va devenir un antagoniste Navi. Là, ça va devenir intéressant. Et bah non, il est accepté par les siens. Ton grand frère est mort, génial. T'es coupable. Super. Et ça n'avait aucun sens. Enfin, dans la construction du personnage, j'ai trouvé ça vraiment illogique. Après, le truc, c'est vraiment, le grand frère, il est introduit pour tout le film, tout ça pour mourir juste pour son frère, ouais, je sais pas. Et surtout que je trouve que ça aurait été intéressant. C'est vrai que- Ça aurait été intéressant, je trouve, d'avoir un méchant, tu sais, Navi, enfin Navi homme bleu, tu vois. Ça aurait été méchant d'avoir un méchant comme ça. Ça dénoterait du méchant qu'on a et que je n'aime pas. Mais j'ai un truc, du coup, les gens qui regardaient, qui sont partis parce que c'était spoilé, ils pourraient spoiler. Bah, c'est quand qu'ils reviennent.
Non, mais je dirais un timecode en post-production. Oui, allez, à 40 minutes. Putain, je pense à eux, je me suis dit, on pense à vous. Vous êtes déjà partis. Ils se sont dit, bon, bah, c'est bon, l'épisode n'est pas pour nous, merci, c'est très gentil. J'ai entendu parler, du coup, tu peux remettre le single des prochains. C'est qu'en fait, dans les prochains, il y aurait du coup des méchants navis. Ok. Ça aurait été intéressant que ça soit le frère qui veut, tu sais, dans une quête vengeresse, un peu, Ça. un peu shakespearienne, qu'il vienne se venger de sa famille. Ça aurait été intéressant. Si tu veux, tu peux lire Jason Series de James Cameron. Bah, j'aimerais bien. Jack, t'as dans tes contacts sur LinkedIn. Ouais, j'ai quelques contacts avec Warner, ouais. Ça dénoterait du méchant qu'on a depuis le premier film, du méchant que je n'aime pas parce qu'il ne vole pas haut. Donc déjà, je trouvais que c'était un problème avec Avatar 1. C'est le méchant qui est vraiment super cliché en fait. Oh là là, le méchant militaire, il arrive, il détruit tout. Oh, regardez, il est méchant, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il est là pour être méchant. Voilà. Ouais. Et vraiment, c'était un truc où, pendant le premier film, je me suis dit, bah non, pourquoi t'es méchant ? Et là, le deuxième film commence, il y a des nouveaux humains qui arrivent, et ils trouvent un moyen de ressusciter le méchant, et je me dis, mais arrêtez. Tu sais que tu peux remettre le jingle. Je remets le jingle. Ouais. En fait, ça va être le méchant de tous les films. Ah oui. Je suis tellement déçu. Surtout qu'à un moment, j'ai cru que le film allait faire quelque chose de super intéressant. Chose qu'ils n'ont pas faite. Le colonel, il est envoyé sous forme d'avatar, donc sur Pandora. Et donc en fait, c'est pas vraiment le colonel, c'est un clone de lui. Et je me suis dit, ça va être intéressant, là, il va apprendre les coutumes un peu de Pandora, il va apprendre la nature, les cultures, tout ça. Surtout que c'est un clone, donc on aurait pu avoir un peu un discours assez intéressant sur l'identité, le méchant qu'il est malgré lui, qui lutte contre sa propre nature, son mal intérieur. Je pense vraiment aussi que c'était l'intention de départ, parce qu'il y a un plan, à un moment, je sais pas si tu te rappelles, où il prend le crâne de son ancien cadavre. Là, ça renvoie directement à Shakespeare, Hamlet, être ou ne pas être, telle est la question. Et je me suis dit, ok, d'accord, donc là, il se remet en question, il va devenir gentil, ça va être super bien. Oui, il détruit le crâne parce que il détruit le mal intérieur qui était en lui. Non, je veux pas être méchant. Eh ben non, il reste méchant, du début jusqu'à la fin, il n'évolue pas. Et après, c'est il y a une petite... Peut-être, je pense, l'évolution sera peut-être dans le prochain film, parce qu'avec ce que, du coup, il s'est passé à la fin... du coup, je peux le dire ou pas ? Non, tu peux pas trop le dire. Tu comprends ce que je veux dire. C'est ce qui se passe à la fin. Là, peut-être, maintenant, au début du prochain film, il y aurait une petite... peut-être évolution du personnage, je sais pas. Oui, mais c'est pas une série, le truc. C'est un film. Et là, sur ce film, il a pas évolué. En fait, il y a eu un semblant qu'il allait évoluer, non. Je pense que c'était vraiment l'intention de Cameron de faire ça. Parce qu'en fait, c'est pas possible de mettre un plan comme ça, être ou ne pas être, et de faire que ton personnage, il évolue pas. Je pense qu'il y a dû y avoir des producteurs derrière qui ont dit non, tu gardes le même méchant, sinon les gens vont se perdre. Et c'est dommage, moi j'aurais bien aimé avoir un film où il n'y a pas de méchant en fait. Juste vraiment immersion à fond. Documentaire, la voix off. Ça aurait été vachement bien. Mais bon. Il y a des personnages aussi, il y a d'autres personnages que j'ai aimés parce qu'eux ils évoluent. J'ai noté le personnage de Kiri. Kiri, voilà. C'est qui Kiri déjà ? Kirito, Kirikou, Kiri, je sais pas. T'es un fanal. Donc le personnage de Kiri qui est rempli de mystères, c'est celle qui a la sorcière. Et c'est bien parce qu'au moment on te donne des prémices pour la suite, c'est un peu intéressant. Et donc j'imagine que ces questions vont être répondues dans la suite. Mais j'ai trouvé que c'était un personnage intéressant parce que déjà elle évolue, parce qu'elle a un but spécifique et pas juste je suis méchant. Elle est rejetée par tout le monde, elle est rejetée des navires, elle est rejetée des hommes. Elle n'est pas rejetée par l'enfant, la Spider. Elle n'est pas rejetée par Spider. Waouh, putain, heureusement qu'il est là, Spider. J'espère qu'il va dégager dans la suite. Et dans les prochains films, il y aura une relation entre les deux. Là. Non. Mais en tout cas, on développe beaucoup d'empathie pour elle et j'ai trouvé ça plutôt cool. Et en plus, j'ai trouvé que le scénario, ici on va parler de scénario, beaucoup de gens ont critiqué le scénario d'Avatar 2 comme le scénario d'Avatar 1 en disant oui, le scénario il est trop simple. Il y a une différence entre un scénario qui est simple et un scénario qui est simpliste. Et là, je vais développer un peu plus. Ce n'est pas noté, ce que je suis en train de dire, c'est juste de me rappeler de ça. Donc je vais vraiment jongler avec des œufs.
Ok. bouillant. Ah, comme moi en fait. Oui. Avatar 2 n'est pas un scénario simpliste. En fait, simpliste, ça voudrait dire il y a plein d'erreurs. Il y a plein d'erreurs. Par exemple, Spider-Man No Way Home, où je me rappelle pendant 2 heures, je disais mais c'est pas logique que ça se passe comme ça. Ça, c'est un scénario simpliste. Un scénario simple, c'est un scénario qui se tient. Bullet Train, c'est un scénario qui se tient. Et moi, je revendique les scénarios simples. Parce que parfois, les réalisateurs, enfin les auteurs, veulent partir dans quelque chose de trop compliqué et partir sur des histoires qu'ils n'arrivent malheureusement pas à maîtriser. Et au moins, en prenant un sujet, un scénario simple, c'est-à-dire, il y a un point A, il y a un point B, et bah tu arrives à faire tenir ton histoire. Et surtout, quand tu as un univers autour qui est ultra développé, et bah c'est vraiment important d'avoir un scénario simple, un scénario basique, qui respecte les codes de base du scénario, du récit, parce qu'au moins ça permet de mieux développer après tout autour l'univers et de mieux accrocher tes spectateurs. Du coup, pour tous les gens qui disent que Avatar a un scénario simpliste, non. Et surtout qu'à plusieurs moments, je me suis retrouvé dans le film et me dire ah bah ça c'est intelligent. C'est intelligent parce que à plusieurs moments, tu vois des scènes qui ont une importance plus ou moins grande, mais qui apportent quand même une certaine poésie dans le film, et des scènes qui sont après réutilisées plus tard, posent des amorces, et en fait tu te rends pas compte que c'est des amorces, et quand c'est utilisé, ça sort pas de nulle part. Tout le film se tient parce que tout a été posé à un moment ou un autre. Donc en passage par exemple, il y a la baleine, il y a le personnage de la baleine, les gens... Bon. Alors, on pense tous à la baleine. On pense tous aux baleines. Il y a la scène de pêche avec un arc où il tire sur un poisson. Après, le film dure 3 heures, mais donc j'ai pas le temps de me souvenir de tout. Là, vraiment, c'est par souvenir. Mais vraiment, je trouvais que le scénario était intelligent parce que du coup, il se tenait bien. Et donc, je sais pas si t'avais eu le même ressenti que moi, comme ça, à ce moment-là. Le film, du coup, c'est dans le côté immersif. Du coup, tout se tient et tu te poses pas de questions, c'est ça ? C'est ça. Bah du coup, vu que moi j'ai du début jusqu'à la fin, j'ai dit ça, mais c'est absolument pas ce que j'étais en train de dire. En fait, je disais que tout se tenait dans le film parce que tout était bien écrit, ce qui fait que il n'y a aucun passage qui sort de nulle part. Moi je disais dans la mise en scène, ça sort de nulle part. Par contre, sur le récit, rien ne sort de nulle part, rien n'est laissé au hasard, tout a été posé à un moment ou à un autre. Si tu le dis, hein. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. Hein. C'est vrai. De toute façon, on est dans un podcast, on parle dans un micro, donc tout ce qu'on dit est intelligent, c'est vérifié. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Hein. Donc, je sais pas où est-ce que j'en suis. Vraiment, je parle du film, vraiment comme ça, mais je pense que je vais partir plus sur un aspect. Je lâche mes notes, c'est important de se lâcher de ses notes. Bah, regarde, moi, 0 notes depuis le départ. Après, heureusement que j'ai mes notes, sinon on serait perdu. Depuis longtemps. Après, c'est bien de se perdre parfois. Sinon, il y a la musique aussi. Là, par exemple, je me bute à la musique de The Weeknd. Mais à la fin, Ouais, c'est ça, mais il y a plein de musiques. Notamment, il y a Zoé Saldana, l'actrice, qui a aussi fait une musique pour le film que j'ai écouté. Ouais. Laquelle ? J'ai pas le nom en tête, mais... À quel moment ? Je peux pas trop le dire. À moins que je remette le jingle spoil, mais... Jingle spoil. En vrai, je pourrais faire un jingle spoil. C'est comme ça, j'appuie, bam, spoil. Il n'y a pas assez de boutons pour... Bah si, parce que lui, là, ce son, il sert à rien. Du coup, tu peux le dire. En fait, à la scène de... C'est elle qui chante. Ça m'ajoute rien du tout. Il y a plus de gens qui m'ont même prévenu. Ils vont attendre ça. Moi, ce qui me tuerait de rire, c'est tout à l'heure qu'on a dit attention, ça va spoiler. Il y a les gens qui vont pas se faire spoiler qui scrollent, tu sais, du coup, la barre en dessous et ils la déplacent et ils tombent pile à ce moment-là où je dis, du coup, c'est le moment où. Ce serait après, on sait pas lequel. On ne sait pas lequel, effectivement. Donc voilà, encore une fois, si tu ne veux pas être spoilé, je t'invite à te rendre à 1h, 2 minutes et 17 secondes. Et sinon, n'oublie pas de nous suivre sur Instagram. Même si vous avez... Je pense... Après, je sais pas si... justement, sur ça, le film annonce un peu la mort... La bande-annonce ? Non, le film, toute la construction du film. C'est vrai que la mort, elle est un peu... oui, elle est comme ça. Après, le personnage n'était pas très important. Bah, le truc, c'est que... Toi, tu vas le film, tu te dis, bah...
y a personne vraiment qui va mourir d'important dans la famille. C'est le premier film. Ouais. Du coup, c'est le Par deuxième. contre, ouais, ils ont quand même. Moi, c'est là où je me suis dit, waouh, parce qu'en fait, ils tuent un enfant quand même. Ils tuent un enfant. Waouh. Non, mais en fait, c'est rare que des enfants meurent au cinéma. Et bon, même si c'était le grand frère, grand guerrier, tout ça, bah, il meurt quand même. Et Bah, je pense qu'il doit avoir dans la vingtaine. ouais, c'est ça. Et même si c'est, un personnage pas très important, bah, sa scène de mort, bah, en fait, t'as quand même Oui. les émotions. Parce que, Oui, bah, bah, elle est surtout quand- super belle, quoi. Surtout quand il se passe ce qui se passe, tu vois, à la fin. Tu vois quand... Ah, le. Les Laurent. Oui. Ah oui, ouais. Tu vois, Ok. c'est vraiment là... Pour les gens qui Ouais. n'ont pas vu, on va vous le refaire. Mais juste avec le bruit. Oui, du coup, et ce moment-là était vraiment très... donnait beaucoup d'émotions. Est-ce qu'on peut retenir une scène marquante de Avatar 2 ? Bah, là, j'ai l'impression qu'ils nous ont donné un peu une petite... Une scène où t'as la scène avec la baleine et l'autre qui tiennent la main. Mais après, je sais pas si c'est une scène vraiment marquante. Ouais. Mais je pense, ouais, en fait, le moment où ils rentrent un peu dans le lieu mémorial, où il y a la grande arche, là, Ouais, c'est en ça. pierre. Et cette scène-là, ouais, ce moment-là où tu sens la grandeur du lieu. Par contre, moi, ce que j'ai un peu peur, c'est quand même à la fin du film, le personnage dit bah voilà, ça y est, maintenant je fais partie du peuple de l'eau, donc Ouais. c'est là mon nouvel habitat. Et moi, alors c'est un peu égoïste, mais ce que j'aimerais voir dans les prochains avatars, c'est justement à chaque nouvel avatar, tu vas dans une nouvelle région de Pandora et tu découvres un peu un nouvel aspect. Et j'ai pas envie que Avatar 3, ça soit encore dans l'eau. Avatar 3, c'est encore dans l'eau. Ce sera le thème du feu. Ah ouais ? Incroyable. Si c'est ça, c'est incroyable. J'entendais parler de ça, ouais. Avec des avatars, des. Non, mais des là, navires chaque rouges. film, ce sera une nouvelle découverte de Pandora. Trop bien. Bah, franchement, alors, parce que comme il dit, maintenant je suis parti du peuple de l'eau. Ouais. Après, j'aimerais bien aussi revenir un peu parfois à Pandora, parce que je suis un peu Bah, nostalgique. on est tous à Pandora, en fait. Non, à Pandora, je veux dire, dans Dans la la forêt. Parce que même pour le personnage de la mère, je trouve, c'est super triste, parce qu'elle, elle est vraiment attachée à sa culture, elle a grandi là, elle a tout quitté pour aller dans l'eau, même les enfants se plaignent, ils veulent retourner dans la forêt. Et si à chaque fois tu vas dans un nouvel endroit, je sais pas, ça fait quand même beaucoup pour une seule Non, famille. je sais pas si. Je pense qu'ils vont rester dans ce lieu-là. Mais il y aura une exploration du lieu. Bah, ça, en 3 heures, t'as le temps d'explorer toute la planète. Ça. Ils devraient rajouter, je sais pas, des chemins de fer pour aller d'un lieu à l'autre, ce serait plus facile. Par contre, il y a aussi eu l'annonce d'un jeu aussi, Avatar, Ouais. en monde ouvert. Et là, par contre, C'est j'attends assez- beaucoup. Parce que comme ça, je vais pas ne pas jouer au jeu, puisque mon ordi n'est pas assez puissant pour le faire tourner. Ça va être génial. Et par contre, ouais, je pense, justement, dans ce côté immersif, ça va être très intéressant. Surtout que Avatar, tout le monde disait, oui, Avatar, ça a beaucoup inspiré les autres films et tout. Et j'ai pas trop cette impression-là, Ouais. que ça a inspiré beaucoup de films. Enfin, je sais pas, mais en gros, là, est-ce qu'on peut citer un film qui a été inspiré vraiment par Avatar, son univers a inspiré Avatar ? Des... Parce que moi, en jeu, je peux en citer un. Qui étaient inspirés d'Avatar. Ouais. Moi, je pense à Horizon Zero Dawn, qui est vraiment aussi avec des cascades dans les airs, tout ça. Mais en film, en vrai, c'est compliqué. Vraiment inspirés de. Il y a eu plein de films qui ont été inspirés de Star Wars, mais il y a En vrai, je pense que c'est plus le côté 3D qui a inspiré les autres oui, films. la technologie, mais Avatar en tant que tel n'a pas. Son Bah, je récit sais n'a qu'ils pas- se font une apparition dans les Simpsons. Ah ouais Un épisode, ouais. Je pense que c'est un horror show ou un épisode. Mais après, comme là, ça. c'est pas une inspiration, Oui, c'est vraiment on oui, reprend oui. Avatar, quoi. Oui, c'est ça, mais vraiment en tant que tel, reprendre la. Je sais pas, non. Après, je sais pas. En fait, vu que c'est une nouvelle planète, que c'est juste des hommes qui cherchent des ressources dans une nouvelle planète, parce que la planète actuelle, elle va plus. Il y a plus rien ne va plus. Et il y a plein de films qui sont un peu dans ce genre-là. Dans ce truc-là où la planète elle a plus de ressources et ils se déplacent dans une nouvelle planète pour les ressources de cette nouvelle planète. Sachant que Mais là, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'inspiration en tant que telle de Avatar dans d'autres films. sachant que là, du coup, Avatar 1, si je me souviens bien dans mes souvenirs, donc dans le 1, c'était les méchants humains qui venaient pour récupérer un minerai, il me semble, qui était riche en énergie. Et là, du coup, dans le 2, ils viennent parce que ils veulent faire de Pandora une nouvelle planète habitable pour les Parce que la êtres humains. planète Terre, rien ne va plus.
Ouais. Et le minerai, bon, on l'abandonne, hein, clairement. Et c'est remplacé aussi par une sorte de liquide jaune. Non, ça, je pense, c'est plus un truc pour étendre un peu l'univers. En mode, là, on a mis des pêcheurs qui prennent ce liquide, du coup, de ce que tu sais. Ouais, ils prennent du liquide jaune, quoi. Du liquide jaune. Je pense juste pour étendre un peu l'univers. Je sais pas si c'est vraiment un truc en mode il faut les empêcher de prendre nos minerais, parce que en vrai j'ai l'impression que contrairement au premier, là t'as l'impression que les humains sont vraiment installés dans Pandora. C'est plus la guerre comme avant, où du coup ils se combattent. Regarde ceux qui sont sur les îles. Ouais. Ils sont vraiment en mode ils continuent leur vie, hein. Même s'il y a des pêcheurs qui sont à 3 km au large et qui font leur vie, hein. Il n'y a pas un côté là où on veut chasser les méchants de la planète Terre. En vrai, si on fait un petit pronostic de la fin de Avatar, je pense que ça se finira par peut-être une cohésion entre les humains et les Pandoriens. Ce serait bizarre parce que c'est pas trop le propos du film. Moi, justement, le propos de Avatar 1 et 2. À part si c'est la mort des humains qui est plutôt un meilleur message. En fait, le propos de Avatar 1 et 2, c'était regardez, les humains, eux, ils sont là pour sauver la Terre, pour utiliser un minerai mal, alors qu'en fait, les navis, eux, ils vivent super bien, ils utilisent la nature de la meilleure façon possible, en étant en cohésion avec Mais elle. tu vois bien que et pour sauver la Terre, il faudrait être en cohésion avec elle. Bah, tu vois bien qu'avec du coup l'autre, la Spider, ou avec du coup tout ce qui s'est passé dans le premier, il y a des humains qui ont pu s'adapter, qui étaient pas méchants. Oui, parce que eux, ils ont réussi à collaborer avec la nature, hein, genre, je sais pas, Ouais. mais et en fait les autres humains qui eux en tout cas ça veut dire que si les êtres humains viennent vraiment s'installer sur Pandora et cohabitent, Bah, j'ai ça bien voudrait l'impression dire que c'est l'échec des êtres humains, c'est l'échec de les êtres humains n'ont pas réussi à sauver leur planète. Bah, tu vois bien que là, c'est mal barré, hein, que... Bah non, bah justement, ce qui serait intéressant, c'est que justement, ils viennent plus sur Pandora parce que maintenant qu'ils savent comment rentrer en cohésion avec la Ça nature. veut dire qu'il y aurait un autre scénario dans le scénario, en mode les humains ils réparent leur planète, nanana. Mais surtout que, en vrai, cette question-là, cette question écologique, tout ça, elle est un peu mise de côté pour le méchant colonel qui veut juste se venger. Et c'est un peu dommage, parce qu'en vrai, c'est super intéressant de savoir comment s'en sortent les humains, comment ils vivent. Parce que là, tu sais juste qu'il y a des pêcheurs, à un moment, t'es en mode, ok, d'accord, mais comment vous avez fait pour venir ici Ouais, j'aimerais bien que ça soit un peu plus développé, savoir comment les êtres humains sont, en fait. C'est surtout que c'était des scènes coupées du 1, donc de D'accord. voir la Terre, tout ça. Mais J'ai l'impression que c'est un peu en mode cyberpunk, comme j'ai vu vite fait les images, mais en Mhm. mode néon, en mode il y a plus de soleil, t'es vraiment d'un côté ah oui, où pas mal. non, bah, il y a plus de soleil, mais en mode ils sont tout le monde est un peu sombre. Après, je sais pas, c'était peut-être la nuit à ce moment-là quand ils filmaient, mais ouais, je sais pas si une résolution mode la planète tout va bien, nous on parle les humains, on retourne tous à notre vie normale. Je sais pas si c'est la meilleure. Après, je sais que ça arrivera pas, c'est impossible. Et je pense que ça se finira juste sur une grosse baston et les navis vont gagner. Hein. Clairement, c'est ce qui va se Et passer. t'es-dire que l'échec des humains. L'échec des humains, ouais. Bon, on se retrouve dans 8 ans. Ça se trouve dans 8 ans. Non, 6 ans plutôt. effectivement. Non, 6 ans. Ah ouais, 6 ans. 28. Ça finira en 28. De quoi, Avatar 2028. 5 Ouais. En vrai, ça va, hein, c'est mieux, parce que si on devait attendre 13 ans entre chaque film, on était mal barré, hein, effectivement. Après, là, tout ce que j'ai dit, je me suis quand même attardé sur... Enfin, pas sur des détails, mais sur des T'as moments... pris des détails. Comment tu l'as dit? Tu l'as dit. Enfin, je me suis concentré sur des détails qui m'ont un peu choqué. Mais en vrai, si on doit retenir quelque chose du film, c'est que quand même le film est bien. Le film est bon, il est très bon même. Je vous invite à le voir si vous l'avez pas encore vu. Hein. Voilà, parce que le film, j'ai marqué, il est incroyable. Déjà, il a réussi à me faire reconsidérer le premier Avatar, ce qui n'était pas gagné. Parce que Avatar, c'est un film que je détestais profondément. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de films comme ça. C'est juste je grandis ou j'évolue. Mais moi, il y a plein de films comme ça. On pense à Django aussi, que je détestais, que je l'ai adoré. Voilà. En tout cas, Avatar 1, c'était mal barré. Et là, je suis en mode, ah ouais, en fait, Avatar 1, c'était vraiment pas mal. T'es en train de me dire que là. Non mais en fait, c'est incroyable, c'est que toi tu changes toujours d'avis en mode un coup Avatar c'était vraiment nul, oh là là j'ai pas aimé le deuxième, là tu regardes le deuxième en mode, oh mais le premier était plutôt bien. Ah ouais. Faut savoir que Avatar quand même il est sorti il y a 13 ans. En 13 ans
j'ai eu le temps d'évoluer et d'affiner quand De même. le voir 10 fois et de te dire que Oui. le film était nul. Et là, tu le dire en juste une séance. Oui, parce C'est qu'en ça. fait, Avatar, moi je comprenais pas les gens qui disaient non mais Avatar c'est une expérience. Mais comment ça c'est une expérience? Et en fait, Expérience. j'ai vu Avatar 2 au cinéma et effectivement Avatar, c'est une expérience. C'est une expérience de T'es en train de me fusion dire que. Oh, mais pourquoi les gens ils se disent. Mais parce que Avatar 1, je ne l'ai jamais vu au cinéma. T'es en train de me dire que. T'as jugé un film sans l'avoir vraiment vu dans les vraies conditions. Est-ce que toi t'avais Et vu que- Avatar 1 Mais non mais Mais forcément. non, parce que j'ai quand même aimé Avatar 1 avec mes lunettes 3D chez moi avec mon téléviseur 3D, oui. Jordan fait partie des gens qui ont un téléviseur 3D. On note. Mais moi je me rappelle que comme je l'avais vu sur ma vieille télé de l'époque, voilà, forcément. Bah, Et tu l'avais aimé au départ. Hein. je l'avais apprécié, mais après, quand t'es petit, tu vois n'importe quoi, tu vois des images qui bougent, t'aimes bien. Moi, j'étais comme ça. Quand t'es petit, c'est rare que tu regardes un film et t'es en mode, ah, j'aime pas. Ah, il est nul ce film. Et Avatar 1, je l'avais apprécié. Mais en fait, le problème, c'est que là, ça rejoint ce qu'on disait. En fait, voir un film en salle, Ouais. ça apporte une autre dimension complètement au film. Et en fait, Avatar n'a pas été réfléchi une seule seconde pour être vu sur une télé ou sur un téléphone. Il a été réfléchi pour être vu au cinéma, en IMAX, avec la meilleure qualité possible. C'est comme ça qu'il a réfléchi sa mise en scène pour rentrer dans ce côté immersif. Mais c'est ce que tu défends. Moi, c'est ce que je défends. La salle sera toujours mieux. Et dites-vous que même moi, qui suis allé le voir dans les pires conditions possibles, j'ai réussi à apprécier le film. Et du coup, là, je n'ai qu'une seule hâte, c'est d'aller le voir dans les meilleures conditions possibles, en IMAX, en 3D. En 4DX. Non, pas 4DX. Non, certainement pas. Certainement pas. Mais t'imagines 3 heures de siège qui bouge ou... Oh là là, non, quel enfer. Voilà, je pense que on peut arrêter l'épisode ici. Enfin, on peut arrêter... on arrive en tout cas à la fin de l'épisode. On arrive à la fin de la critique. Aujourd'hui, pas de jeu, malheureusement. Promis, la semaine prochaine, vous n'allez pas être déçus du jeu. Vous n'allez pas être déçus. Jordan, il le sait. Vous ne serez pas déçus. Ouais. Il peut même le confirmer. C'est vrai, je le confirme. Par contre, on n'a pas de jeu, mais par contre, on a des recommandations. Je n'ai 0 recommandation. Comment ça, t'as 0 recommandation? T'as pas réfléchi à quelque chose, un film que t'as vu, que t'as bien aimé, en dehors de Avatar Bah, vas-y. Dernier film que j'ai vu, c'est Ambulance, là, de l'autre, là. Ah, j'ai oublié. Ouais, t'es pas obligé de recommander un film. Tu peux recommander une série, un album, un vidéaste, je sais pas, moi, une marque de gâteau, Je recommande James Cameron à tous les goûters. Hein. Alors j'ai appris qu'il faisait aussi les fêtes d'anniversaire, James Cameron, et aussi les mariages. Que t'as rien, même pas un livre, un manga, Un livre, une BD, Je ne lis pas le livre. un dessin animé. C'est ton boulot, Jordan, de préparer ça. Moi, je te paye pas à venir et ne rien faire, d'accord? Toi, je te paye pour que tu viennes et que tu fasses les recommandations. J'ai juste un seul livre que je n'ai pas lu, que ma prof d'anglais m'a recommandé. Ah ouais, oui, moi je lis très peu de livres. Je crois que Jordan aussi, donc... Tu veux que je recommande un livre que je n'ai pas lu? Non, recommande pas de livre que tu n'as pas lu. Non, mais recommande, je sais pas, un film que tu as vu, Tom une et série. Nana, le volume 2. C'était génial. Hein. Tom et Nana. Non, mon Dieu. Qu'est-ce que... Ratus. Je donne des trucs quand même. Ratus a perdu sa pelle de plage. Non, je sais pas. Quand moi, je regarde pas grand chose en ce moment. Tu regardes beaucoup de choses. À chaque fois que je viens chez toi, t'es toujours avec un film, une série, quelque chose comme ça. C'est surtout des vidéos YouTube. Et je regarde la même vidéo. Est-ce qu'il y a une vidéo YouTube qui t'a marqué Une vidéo YouTube qui m'a marqué, en vrai, non? Mais attends, moi je vais peut-être changer ma recommandation pour une vidéo YouTube. Ah, Bon, au pire, je vais faire 2 recommandations. ouais, fais des recommandations. À la base, donc, comme vous le savez ou pas, j'ai récupéré mon compte Instagram. Oh là là. La dernière fois, je disais, j'ai Un pas grand accès au moment compte Instagram. historique. J'ai récupéré mon compte Instagram, je suis super content. Et depuis que j'ai Instagram, je regarde un peu ce qui se passe, et je vais vous recommander un vidéaste qui s'appelle Victor Taïeb. Victor Taïeb. Voilà, Victor, tout collé, T-A-I-E-B. C'est trop long. Sans ça. Donc en plus d'être excessivement drôle, il réussit, je trouve, à adopter au mieux les outils de la plateforme. Il joue tout le temps avec des effets vraiment simples proposés par Instagram. Et il arrive vraiment à raconter des mini-histoires hilarantes. C'est absurde et j'adore l'absurde. Et en fait, on y croit à tous ces personnages un peu loufoques.
est complètement décalé. Donc voilà, si vous avez Instagram, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, c'est Victor Taïeb, Victor tout collé T-A-I-E-B. Et sinon, du coup, je viens de penser à une vidéo YouTube que j'ai regardée qui s'appelle... Donc déjà, c'est une vidéo proposée par la chaîne Le Clap, qui est une petite chaîne qui parle de cinéma. Donc c'est une vidéo sur Avatar, mais je vais vous retrouver le nom, parce que j'ai pas envie de vous recommander sa chaîne, j'ai envie de vous recommander la vidéo. C'est dans la vidéo, j'imagine. Oui, je crois que c'est sa dernière vidéo. Épelle Clap, du coup. Le Clap, du coup, L-E, plus loin, C-L-A-P. Du coup, ça s'appelle « Pourquoi Avatar est détesté ?» Et du coup, vraiment, la miniature, c'est Avatar détesté, point d'interrogation. Donc, c'est une vidéo de 22 minutes 45 secondes qui est sortie il y a 10 jours. Voilà, je donne toutes les informations. Et en fait, il fait pas une simple critique de Avatar. Moi, ça me saoule en vrai. Après, le film n'était pas encore sorti, du coup. Mais si, il y a Avatar 1. Ah, des premiers. Avatar 1. Ah, ouais. Et en fait, moi, ça me saoule en vrai les vidéos critiques. Par contre, là, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient beaucoup plus parler du coup, de la création de Avatar. Ouais. Donc, celui des making-of, lui, il va vous faire un peu un résumé de comment est né Avatar, comment a été fait Avatar, tous les moyens techniques utilisés. Pas Avatar. Je sais pas si je l'ai dit, mais ça parle de Avatar. Et parce que nous, on a parlé un peu de... Avatar. On a parlé un peu des moyens technologiques. Jordan a dit que James Cameron avait créé la caméra pour filmer. Il a fait plein d'autres choses et lui il va parler beaucoup plus en détail de ça, de comment est né Avatar. et il vient aussi la dernière fois on avait fait je vous avais dit que j'avais eu un débat sur Twitter avec un tweetos sur est-ce que Avatar a marqué la pop culture, enfin comment comment Avatar a marqué la pop culture. Moi je disais Avatar non, il n'a pas du tout marqué la pop culture. En fait ce que je défendais c'est que Avatar n'est pas un produit de pop culture en tant que tel. Ouais. Je tiens toujours ces propos, Avatar n'est pas un produit de pop culture, mais par contre, il a vraiment marqué la pop culture parce que tous les films qui ont suivi ont utilisé la technologie de Avatar. Et c'est ça qu'il défend, et en fait, il vient faire un peu un résumé de ce débat-là que j'ai eu. Donc, si vous voulez voir le débat sur Twitter, bon courage, hein, vraiment, vous allez sur mon fil Twitter et vous scrollez vers le bas. Mais par contre, sinon, ce que vous pouvez faire, c'est aller voir la vidéo parce qu'il vient vraiment vous expliquer après toutes les inspirations qui ont eu... après Avatar, comment on a utilisé cette technologie et comment sur ce Avatar 2 il utilise cette technologie pour la pousser à son maximum. Très intéressant. Avatar, pourquoi il est détesté. Voilà, c'est sur YouTube. Voilà, pour la première fois on recommande pas un film. Ah non, parce que j'avais recommandé un album la dernière fois. Voilà, pour la première fois on recommande pas un film, mais en tout cas moi je recommande une vidéo YouTube et un vidéaste sur Instagram. Moi je recommande Tom et Nana. Et Jordan recommande Tom et Nana. Quel tome Volume 2. Bah, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin malheureusement. On est obligé de se quitter, mais ne partez pas parce que juste après il y a le one man show de Jordan disponible complètement en version longue. C'est totalement faux. Hein. C'est totalement faux. Par contre, n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes si vous nous découvrez grâce à ce podcast. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à nous noter 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Sinon, si vous voulez mettre 4 étoiles, non, pas la peine. En fait, moi j'ai mis 4 étoiles. Faut savoir que quand j'avais dû noter le podcast, en fait, j'ai découvert cette option-là. Ouais. Et je me suis dit, bon, attends, on va mettre n'importe quoi, on va mettre 4 étoiles. Et du coup, j'ai mis 4 étoiles. Et après, je voulais retirer parce que je me suis dit, bah, ça me sert à rien de noter mon propre podcast. Et je ne pouvais pas retirer. Le 4 étoiles est resté et du coup bah pour l'instant il y a un vote et le podcast est noté 4 étoiles sur Spotify, donc voilà. N'hésitez pas à faire gonfler ce chiffre. Et sinon suivez-nous sur Instagram, on l'a déjà beaucoup dit, @vendredi_cinéma. Un nouveau blind test est disponible aujourd'hui, n'hésitez pas. Je sais pas trop comment finir, c'est un peu moi je te laisse faire. Merci à tous ceux qui nous écoutent depuis le début. La semaine prochaine. Depuis le début de l'épisode. Hein. Bah déjà en plus, est-ce que c'est l'épisode spécial Noël ? L'épisode sort le 23 décembre. On est presque à l'épisode spécial Noël. Bah joyeux Noël à vous en fait. Voilà, tout simplement joyeux Noël. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, portez-vous bien. Merci de soutenir le podcast et à la semaine prochaine.